Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui au Magnétar UDP 800 et nous allons vous présenter les différents menus et fonctionnalités de ce lecteur universel. Donc voilà, on a branché et allumé le Magnétar UDP 800 sur le menu Home, donc sur le menu d'accueil. On retrouve les mêmes genres de logos qu'on avait sur l'Oppo, donc en bas. Par contre, les visuels qui sont attachés à chaque thème ont été changés. Bon là c'est des jolies vues du cosmos, hein, donc c'est pas vraiment lié à une thématique particulière. Mais bon, c'est la petite différence entre Oppo et Magnétar, mais pour l'instant c'est vraiment pareil. Alors on a mis un disque dans le lecteur, donc le lecteur affiche qu'on peut lancer un disque, on ne va pas le lancer de suite. Il y a encore, comme chez Oppo, la possibilité d'aller lire des photos. Donc des visuels, donc des fichiers images. Bon, si je clique dessus, lui il va aller chercher par défaut. Il propose d'aller chercher sur le disque, mais si on branche une clé USB, il va proposer d'aller chercher la clé USB. Pour les musiques, donc ça va être plus ou moins pareil. Donc ça c'est lecteur musique à partir directement dans le Media Center. Vidéo, ça va être la même chose. Et si on va donc sur les gestions network, donc du réseau, il fait un scan de votre réseau pour voir ce qui a été déjà paramétré, notamment des niveaux des NAS. Bon, moi voilà, j'ai des NAS qui sont paramétrés. Bon, ça va donner un lien à des fichiers qui sont, enfin des répertoires qui sont vides, donc il n'y a pas de fichiers. Mais je vous montre rapidement ce qui se passe. Bon, voilà, tous les répertoires qui ont été déjà préparés par le logiciel du NAS sont directement accessibles. Donc si vous y mettez vos fichiers, ça se fait tout de suite. Voilà, automatique, la configuration elle se fait facilement. Là on l'a branché en RJ45 évidemment, on n'a rien fait de particulier. Donc ce qui nous intéresse le plus c'est le menu configuration. Alors à savoir qu'il y a des choses qui sont accessibles dans ce menu et il y a d'autres choses qui sont accessibles directement par la télécommande. Donc au niveau de l'affichage, qu'est-ce qu'on a? On retrouve les différents modes, les différents ratios qui sont rattachés en fait aux écrans de télé. Alors ils mettent écran de TV, mais ça peut être d'autres types de... Ça peut être le ratio du vidéoprojecteur, hein, par exemple. Le système, donc basculer automatiquement sur un TSC ou pas, ou une sélection manuelle. La résolution, donc on retrouve le fameux mode direct qu'on avait chez Oppo, qui permet de verrouiller tous les scaling, les downscaling et les processing vidéo qui sont rattachés à l'amélioration de l'image, qui sont accessibles par un menu directement par la télécommande. Bon. Et si on descend, on retrouve ce qu'on connaissait déjà, hein, notamment le 4K. La gestion du HDR, donc mode automatique, mode HDR forcé ou mode SDR, donc pas de HDR, donc conversion SDR. Mais on n'a plus les sous-menus qu'on avait chez Oppo qui permettaient d'optimiser la conversion SDR. On va voir si par la télécommande on accède à ces fonctionnalités-là. Le mode Dolby Vision, alors mode automatique, alors low latency RGB ou désactivé. Alors attention, mode automatique, ça veut dire que le lecteur va basculer automatiquement sur le mode Dolby Vision. Désactivé, évidemment, on verrouille le mode Dolby Vision. Et low latency, donc c'est le fameux LLDV. Alors c'est pas un mode forcé qui permet au lecteur de basculer automatiquement en mode low latency Dolby Vision si par exemple on a une télé ou un vidéoprojecteur qui ne serait pas compatible Dolby Vision, mais on veut faire du Dolby Vision, on le fait par le LLDV. Il faut quand même un appareil qui va dire au Magnétar, là-haut c'est un diffuseur, donc on triche, hein, on fait dire au HD Fury, mon diffuseur est compatible Dolby Vision par LLDV, donc vas-y envoie du LLDV, en faisant donc le travail Dolby Vision dans le lecteur. Alors là, c'est pas du tout un mode forcé, mais c'est l'équivalent en fait de ce que vous pouvez avoir sur le player LED. Donc player LED chez Oppo, c'était dire le travail du Dolby Vision est fait par le lecteur. Et ça, c'était une sélection possible à condition que le lecteur voit un diffuseur Dolby Vision et pas forcément Dolby Vision LLDV. Bon, c'est juste pour dire que c'est pas un mode forcé en fait. Le low latency RGB, donc c'est l'équivalent pour pouvoir basculer
en RGB et non pas en YCBCR, ce qui peut être utile dans certains cas de figure pour du Dolby Vision, suivant comment on veut gérer les choses. Alors encore une fois, c'est pas un mode forcé, il faut que le diffuseur soit compatible avec ce mode, et si on utilise un HD Fury, il ne faut pas que le HD Fury dise au lecteur envoie du LLDV mais en YCBCR. À ce moment-là, le mode LLDV RGB, donc le LLRGB du lecteur, ressortira de toute façon en YCBCR. Donc il y a des petites choses à faire. Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais bon, c'est pas si compliqué non plus. Sur une télé, on se casse pas la tête, on laisse sur mode auto, et sur un vidéoprojecteur, eh ben, on aura un HD Fury qui fera le travail, et on laisse aussi sur le mode auto, si on veut. La sélection des espaces de couleurs, eh ben, en fait, ça c'est tout ce qu'il y a dans n'importe quel type de lecteur ou de box. Donc avec les sorties RGB, soit en niveau vidéo, soit en full range. Donc ça correspond plus au contenu informatique, mais bon, on peut le faire à partir d'un lecteur vidéo. L'YCBCR, donc l'équivalent de l'YQV mais en numérique, en 444, donc sans compression du signal. Et ce qui est sélectionné par défaut, ce qui est plus ou moins logique, pour libérer la bande passante, c'est l'YCBCR 422. Sachant que les films sont tous encodés en 420, on peut rester en 422. C'est le vidéoprojecteur ou la télé qui fera la conversion RGB de toute façon, puisque pour afficher une image, il y a une conversion RGB qui se fait dans les machines. La profondeur de couleur, bon, ça c'est 10 bits, 12 bits ou désactivé, donc pour basculer en 8 bits. Bon, finalement, ici, il n'y a rien de vraiment nouveau. Et en audio. Alors là, il y a une petite particularité où il faut faire attention. Là, le lecteur est en mode par défaut. Donc j'ai absolument rien touché, à part la langue donc, qui est par défaut en français. C'est très bien, puisque c'est un appareil qui est destiné au marché français. Et on se rend compte que, bon, sur la sortie digitale, donc c'est les deux sorties SPDIF, le mode de sortie sélectionné par défaut, c'est Bitstream, c'est ce qu'il faut. Il pourrait être converti en PCM, ou il pourrait être désactivé. En converti en PCM, évidemment, ça fait un down mix stéréo, normalement, si c'est bien fait. Et en HDMI, on se rend compte que par défaut, c'est PCM. Donc pour regarder des films, il faut penser à mettre sur Bitstream. Donc Bitstream, ce sera votre ampli ou votre processeur home cinéma qui fera les décodages. Et pas le lecteur, parce que, en fait, c'est pas vraiment comme ça qu'on devrait faire les choses. Et il y a un mode désactivé. Bon, si on ne veut pas avoir l'audio sur la HDMI. Alors les résolutions maximales, ça concerne surtout les écoutes des fichiers numériques. Donc on a exactement la même chose qu'on avait chez Oppo. Il y a le choix entre bloquer la sortie numérique en 48, 96 ou 192 kHz. À mon avis, ça c'est vraiment utile si on utilise un DAC sur les sorties SPDIF, où on peut avoir effectivement une limitation. Après, sur un système home cinéma, en général, c'est le système home cinéma qui s'accommode des flux rentrants et qui les réadapte par rapport à ce que lui est capable de faire. Le DRC, donc ça, c'est donc la compression numérique automatique activée ou désactivée. Alors, moi, de préférence, je la coupe parce que les processeurs ont aussi leur commande de DRC et il vaut mieux que ce soit le processeur qui l'effectue. La sortie SACD, donc ça c'est le mode de gestion de la lecture des fichiers et des disques SACD par rapport à la compatibilité de l'appareil de destination. C'est-à-dire que si le processeur ou le système home cinéma sur lequel est branché le lecteur, donc par la HDMI, est compatible DSD, le lecteur va rester en SDSD, ou s'il n'est pas compatible, le lecteur passera en PCM. Donc ça c'est le mode automatique qui sélectionne les deux possibilités, ou alors on peut forcer manuellement. Donc si on veut lire et convertir le DSD en PCM, on peut le faire aussi. Alors je pense que ça impacte également les sorties analogiques. Bon, il y a peut-être une incidence par rapport aux filtres qui ont été sélectionnés par défaut dans les deux DAC. La priorité SACD, c'est un petit peu aussi la logique qu'on pouvait avoir sur les Oppo. Donc priorité à la couche multicanal, la couche stéréo ou la couche CD. Donc, le mode des DVD audio, donc ça c'est exactement la mode de gestion des DVD audio qu'on avait depuis la sortie du format, donc ça date.
avec donc soit on bascule sur le DVD audio, donc le lecteur va aller chercher directement les pistes audio, soit DVD vidéo, si il y a du contenu DVD vidéo sur le disque. Tous les modes de lecture. Alors ça c'est pour lancer automatiquement le disque, la gestion des sous-titres pour malentendants, indicateur d'angle, enfin tout ça sont des fonctions qui sont Blu-ray, Blu-ray Ultra HD, voire un petit peu DVD aussi. Voilà, ça c'est des choses que... Alors le indicateur secondary audio, alors tout ça c'est des petites fonctionnalités typiques quand on lit un film. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Les gestions de la mise en réseau, donc si on veut avoir la connexion Ethernet connectée, et on peut la désactiver, puisque parfois d'avoir une connexion Internet, ça peut provoquer des problèmes. On avait vu qu'avec le BD Live, ça pouvait embêter quelques lecteurs, quelques fonctionnalités de lecteurs. Les informations du réseau, ça c'est les présélections du réseau. On a un test de connexion, donc moi je me suis connecté, donc il dit que le réseau est ok, donc ça va. On peut changer l'IP, donc il y a le mode automatique, là je suis donc en DHCP, donc c'est choisi automatiquement, sinon on peut mettre manuellement l'adresse IP du lecteur, ce qui peut être très intéressant. La connexion BD Live, donc on peut la couper, si on veut. Donc ça c'est très bien. Les paramètres d'LNA, donc ça c'est pour aller chercher des fichiers multimédia sur le réseau, sur les NAS, c'est très utile, parce que ça simplifie quand même pas mal les choses. Et on peut créer un proxy. Donc bon, ça je vois pas trop l'utilité, mais pourquoi pas, comme le lecteur n'a pas de fonctionnalité particulière online, mais bon, ça peut peut-être servir à quelque chose. Alors, les paramètres de sécurité, bon bah ça c'est les mots de passe pour le contrôle parental, les codes pays, ce genre de trucs. Donc ça c'est très relatif au niveau des contenus, en fait, à savoir si on veut les sécuriser ou pas. La sélection des langues, donc par défaut on aura le français sur toutes les fonctionnalités sur ce lecteur, puisque c'est une version française, donc avec une notice française, très bien, ce qu'on a vu dans notre unboxing. Et on peut donc paramétrer, comme sur n'importe quel lecteur, l'OSD, les menus du disque, la piste audio par défaut ou les sous-titres. Dans le menu options, donc on peut régler la durée d'écran de veille, parce qu'il y a un mode économiseur d'écran, donc ça c'est très bien. Le CEC, donc si on veut l'activer ou pas, et comme il y a deux sorties HDMI, on peut le paramétrer sur l'une ou l'autre, bon, ou les deux, ça c'est très bien. Alors les paramètres par défaut, c'est pour revenir en arrière, donc remettre les paramètres par défaut du lecteur. Les mises à niveau du système, donc c'est pour aller chercher les mises à jour firmware. Donc on va les voir par le réseau. Et qu'est-ce qu'il nous dit? La dernière version est installée. Donc ça c'est très bien. Le watermark level 3, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais je suppose que c'est pour aller chercher des vignettes sur des fichiers audio qui n'en auraient pas, hein, peut-être. Le BUDA, par contre, c'est la sélection du stockage de mémoire pour les fonctionnalités BD Live. Donc on a la possibilité de sélectionner soit la mémoire interne, soit une mémoire externe, donc une clé USB qu'on aurait branchée sur le lecteur. L'information du lecteur, bon, ça donne l'adresse MAC qui peut servir, et puis bon, les versions firmware. Alors après, il y a donc des fonctionnalités qui sont accessibles que par la télécommande. Donc on va sortir. Et on va voir ça. Alors sur la télécommande, il y a quand même quelques fonctionnalités qui sont intéressantes. On ne va pas toutes les passer en revue parce que bon, de toute façon tout est indiqué dans la notice. Par exemple, là il y a un mode pure audio. Donc quand on écoute de la musique et qu'on veut verrouiller, couper toutes les fonctionnalités vidéo du lecteur, on appuie sur pure audio, donc il n'y a plus de sortie, vidéo. On appuie, donc ça redonne l'image. On a accès à
les fonctions paramètres vidéo par exemple. Donc ça, c'est plus accessible directement dans les menus. On retrouve les 3 modes personnalisés qu'on avait dans les Oppo. Donc c'est quasiment la même chose, avec des paramètres de netteté, saturation, teinte, contraste et autres. Alors chez Oppo, c'était pas très fonctionnel. Il y a une touche de paramètres de résolution, donc ça permet de commuter les différentes résolutions. Bon, après, il faut que le diffuseur réagisse. Bon, ça fait changer. Que le diffuseur réagisse et soit compatible. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus malin. Si je fais une pression continue, non, ça fait défiler les différentes résolutions. C'était une fonction qui existait déjà chez Oppo. Normalement, enfin entre nous, il vaut mieux aller dans le menu de configuration et le faire à partir d'ici et s'y tenir. Parce que par la télécommande, comme c'est un loop, on risque d'avoir donc un mode qui est non compatible. Donc ça peut être désagréable. Alors pour ceux qui se posent la question, est-ce que le lecteur est silencieux? Alors dans cette pièce, moi je mesure 12 dB de nuisance sonore, enfin le bruit plancher c'est donc 14 dB pardon. Quand rien fonctionne, avec le lecteur en fonctionnement, à proximité on est à 20 dB et en s'éloignant le bruit parasite du lecteur s'atténue. Donc c'est moins bruyant que le vidéoprojecteur à distance. Et de toute façon, dans un film, on n'entendra pas. Donc on peut dire globalement que si le lecteur s'entend un petit peu, il est peu bruyant. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors on va lancer un film. Pour essayer de voir quelles sont les fonctionnalités auxquelles on peut accéder directement. La touche display par exemple, ça permet d'avoir les informations du film. Bon, ça, tous les lecteurs le font. Et c'est bien d'avoir ces fonctionnalités-là. On ne peut pas accéder au réglage d'image, puisque là on est sur un film qui est Dolby Vision. Donc là c'est le lecteur qui traite le Dolby Vision à partir des instructions qui lui sont données par le HD Fury. Et je dois reconnaître que ça passe très bien. Donc là au niveau de l'image c'est propre, c'est propre, c'est fluide, c'est vraiment pas mal. On l'a vu, c'est un lecteur qui est très bien construit, donc il n'y a aucune raison. Et j'avoue franchement c'est assez convaincant. Même si finalement il y a très peu d'ajustements au niveau du HDR. Bon, c'est comme ça. Par exemple le HDR, voilà. On ne peut pas ajuster le HDR quand on est en mode de Dolby Vision. Voilà, faudra que je regarde avec un film ordinaire pour savoir quels sont les réglages disponibles. Alors, il y a une touche dimmer aussi. Bon, la touche dimmer c'est pour atténuer la luminosité de l'écran du lecteur. Donc ça c'est quand même assez pratique. Si on appuie sur audio, on a un accès direct aux différentes pistes. On retrouve quand même les différentes fonctionnalités qu'on avait sur l'Oppo. Sur la télécommande, c'est organisé différemment. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut. Évidemment, l'accès direct aux sous-titres avec une personnalisation des sous-titres. Donc ça, c'est quand même assez sympa par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Enfin, il faudrait tout explorer, il y a encore pas mal de choses. Alors, si on appuie d'une manière prolongée sur la touche info, on retombe sur un menu info complet, un petit peu comme ce qu'on avait sur Oppo. Donc qui donne la résolution, le type HDR, la sortie vidéo, les sorties audio, les débits, tout ça. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Bon là c'est toujours à commande, mais on a débranché le HD Fury, donc on sort en HDR, ce qui va nous permettre de savoir
ce que le mode HDR par la télécommande permet de faire. Et bon, il n'y a pas grand chose, hein. On retombe sur les sélections qui sont disponibles dans le menu. Et la télécommande, c'est bien le point noir de cette UDP 800 de chez Magnetar, parce que pour le reste, le lecteur est vraiment très bien fait, il est très bien construit, il délivre une très très belle image, il y a beaucoup d'options, les choses sont encore en cours de développement, donc on pourrait imaginer quelques fonctionnalités supplémentaires. C'est déjà dans l'état un bon produit et je pense qu'il est quand même prometteur. Alors il ne faut pas s'arrêter sur le problème de la télécommande et il faut en tenir compte, alors sachant encore une fois qu'avec une télécommande Oppo moins jolie mais plus utile, plus confortable, avec un meilleur rétroéclairage, c'est possible de le faire fonctionner. Donc bon, c'est pas un véritable problème, c'est juste un petit défaut comme ça. Et bien voilà, nous avons fait plus ou moins le tour des différentes fonctionnalités de ce lecteur. En tout cas, en gros, quels sont les menus et quels sont les accès directs. Bien évidemment, pour tout ce qui est fonctionnalité streaming sur un disque dur externe, sur une clé USB ou sur votre réseau sur les NAS, il y a encore pas mal de choses à explorer. Mais bon, ça, je laisserai les utilisateurs le faire. Donc cette vidéo arrive à son terme et je vous donne rendez-vous sur notre test écrit qui reprendra tout et qui donnera d'autres informations, notamment quelques mesures. Notre forum pour discuter de ce lecteur et de tout un tas d'autres choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt. Burned me once or twice.